Mesdames et messieurs, à quelques secondes d'avance, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle séance de l'Unipop Histoire, après 2 semaines d'interruption due aux vacances. Donc on est ravis de vous retrouver et de retrouver bien sûr notre invité, Laurent Joly, qui est avec nous donc ce soir, qui vient pour la première fois à l'Unipop Histoire. On en est vraiment ravis. Et donc Laurent Joly, il est docteur en histoire, il est directeur de recherche au CNRS. Il est l'auteur de plusieurs livres sur l'antisémitisme et la Shoah en France. Vous le connaissez sans doute à travers la publication de tous ses ouvrages. J'en citerai quelques-uns. L'antisémitisme de bureau chez Grasset, publié donc en 2011. L'État contre les Juifs, toujours chez Grasset, publié en 2018. La falsification de l'histoire, toujours chez Grasset, en 2022. Et puis, bien sûr, La rafle du Veldiv, publié également en 2022, toujours chez Grasset. Un livre qui a reçu le prix François Mauriac. Et Laurent Joly est également co-auteur de documentaires d'histoire, en particulier avec David Kornbrobza, des documentaires qui ont été programmés au Festival du film d'histoire, notamment La police de Vichy, qui a été présentée en 2017 et qui a reçu le prix du public. Et puis, l'année dernière, La rafle du Veldiv, donc coécrit Laurent Joly et David Kornbrobza, réalisé par David Kornbrobza. Donc, merci à vous d'avoir accepté notre invitation et donc à vous la parole. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour cette invitation et cette présentation. Je suppose que vous avez vu le film ou que vous allez le voir. Je voudrais juste évoquer la personne d'Annette Zenman, parce que Annette Zenman aurait fêté aujourd'hui ses 89 ans. C'était son anniversaire aujourd'hui. Elle est décédée en octobre 2022. Annette était une femme vraiment extraordinaire, qui était l'une des plus jeunes de nos 8 témoins, et qui est pourtant décédée l'une des premières, puisque Léon Fellman est décédé l'un des premiers. Il était très malade, très âgé, vous avez dû le constater. Il est mort dès décembre 2020. Et Annette donc, est partie en octobre 2022. Voilà, il y a une séquence dans le film, moi, qu'à chaque fois me bouleverse absolument, c'est quand elle dit qu'il y avait des cas encore pires que le sien. Parce qu'il y avait des enfants qui se souvenaient même pas de leurs parents. Et elle se souvenait du visage de son père. Donc, voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement discrète, pudique, active. C'était l'un des piliers de l'association de Serge Klarsfeld, les fils et filles de déportés juifs de France, dont elle est la cofondatrice avec Serge Klarsfeld en 1979. Donc ça a été une militante discrète de la mémoire toute sa vie. Et elle a également publié un livre de souvenirs sur sa jeunesse pendant la guerre, qui est très beau, qui a été publié par Ramsey il y a une vingtaine d'années. Donc je voulais avoir une pensée plus particulière pour elle. Les autres témoins sont encore là. Je suis très ami avec Jenny Plocky, que j'ai encore vu vendredi, avec Joseph Schwartz, qui va encore bien. D'autres ne sont pas en grande forme, mais enfin, ça va. Voilà, ils continuent à témoigner pour un certain nombre d'entre elles, puisque à part Léon et Joseph, nous n'avons interviewé que des femmes. Voilà, alors, vous ne voyez pas encore les images. Alors si, les voilà. Donc j'ai prévu... alors évidemment, comme vous avez vu le film ou que vous allez le voir, je ne vais pas vous faire une histoire à proprement parler de la rafle du Veldiv, même si c'est ce qui va être le sujet de ma conférence. Je voudrais organiser mon intervention en 3 temps. Dans un premier temps, il se trouve, j'en parlais tout à l'heure aux organisateurs, que je suis en train de travailler plus précisément sur le contexte de juillet 1942. Donc, je voudrais revenir sur ce contexte qui a amené le gouvernement de Vichy à prendre cette décision terrible, qui a eu les conséquences tragiques qui sont évoquées dans ce film. Donc, qu'est-ce qui a amené cette décision ? Je veux vraiment revenir sur ce contexte de l'été 1942, parce que il y a encore régulièrement des interprétations fallacieuses, mensongères qui reviennent et qui tombent totalement d'elles-mêmes quand
on se replonge vraiment dans le contexte, c'est-à-dire ce qui se passe à ce moment-là, pas simplement en France, mais à l'échelle internationale, ce qui se passe dans la tête des dirigeants de Vichy, à quoi ils pensent, quels sont leurs projets, qu'est-ce qu'ils imaginent de l'avenir. Donc c'est tout ça que j'appelle le contexte. Donc je voudrais d'abord revenir là-dessus. Dans un deuxième temps, je voudrais évoquer les sources qui m'ont permis de renouveler, ça paraît un peu prétentieux, mais il fallait le faire. Il n'y avait pas d'histoire de la rafle du Veldiv depuis un ouvrage de 1967. Donc il n'y a eu qu'un seul livre véritablement de recherche sur la rafle du Veldiv. Donc qu'est-ce qui permettait de renouveler les connaissances sur ce sujet-là? Donc évoquer les sources, les archives. Et dans un troisième et dernier temps, je voudrais évoquer les principales conclusions, mais aussi les grands enseignements que l'on peut tirer de cet événement qui, voilà, on est réunis ce soir, qui a encore une portée importante dans notre mémoire nationale. Alors d'abord, le contexte. Alors je ne sais pas si vous voyez bien le texte, parce que, ah oui, il est un peu coupé en haut et en bas, mais enfin ça va, on a tout. Le contexte de la rafle du Veldiv, c'est d'abord, pour revenir sur cette donnée évidente, la France, vous le savez, est occupée depuis 2 ans. La France a perdu la guerre en juin 1940 et se retrouve dans une situation qui est assez unique dans l'histoire, qui est unique véritablement dans l'histoire de France. C'est-à-dire que des situations d'occupation, on en a connu, et des situations d'armistice provisoire, on en a connu, mais un armistice qui dure depuis 2 ans, avec une situation d'occupation, ça, on n'avait jamais vu. Donc, au départ, on imaginait que la défaite étant là, un nouveau gouvernement s'installant, le maréchal Pétain, vous le savez, s'octroyant les pleins pouvoirs, les dirigeants de Vichy, donc ce gouvernement, cet État qui va se créer dans cette ville de Vichy, le maréchal Pétain, Pierre Laval, son dauphin désigné, son successeur, son vice-président du Conseil, s'imaginaient que assez rapidement, l'Allemagne allait gagner la guerre et puis que la France, dans une situation véritablement unique dans l'Europe nazie, c'est-à-dire que la France est à la fois vaincue, occupée pour les 3/5 et une partie du territoire, les 2/5 du territoire restent libres. Donc ça aussi, c'est une situation unique, à la fois occupée, à la fois souverain, avec des atouts considérables. La France garde le 2e empire colonial du monde. La France garde une armée d'armistice de 100 000 hommes. La France garde une marine. Alors évidemment, il y a cette situation d'occupation, des frais d'occupation très importants, donc une situation tragique, près de 2 millions de prisonniers de guerre, mais malgré tout, une part de souveraineté et des atouts. Donc l'idée des dirigeants de Vichy, c'est que l'Allemagne allait bien vite gagner la guerre, qu'on allait retourner à Paris, le maréchal Pétain pensait qu'il allait vite s'installer à Versailles, et que la France allait s'installer dans l'Europe nazie. Voilà. L'Allemagne gagnant la guerre, Adolf Hitler établissant son pouvoir sur l'ensemble de l'Europe, la France allait peut-être bénéficier d'une situation pas trop mauvaise, même vaincue, et pouvoir s'inscrire dans ce qu'on appelle l'ordre nouveau. Donc vous voyez que ce pouvoir qui se met en place, qui subit une pression forte parce qu'il y a l'occupation, mais qui en même temps va s'installer durablement dans une situation de collaboration, puisque c'est bien ça dont il est question comme politique, puisque la convention d'armistice, elle ménage pas beaucoup de latitude. Hein. La convention d'armistice, c'est la convention de La Haye, c'est-à-dire que l'Allemagne a les pouvoirs de la puissance occupante, les pouvoirs de puissance occupante, c'est réquisitions, c'est la possibilité de donner des ordres à l'administration en place, c'est la possibilité d'avoir l'administration à son service pour tout ce qui est trouble à l'ordre public, etc., etc. Donc une situation délicate et qui s'installe dans le temps avec aussi une impopularité qui va s'installer. Donc tout ça, si vous voulez, c'est le contexte. Et en 1942, quand les Allemands, qui ont déjà institué une politique antisémite dès 1940,
le gouvernement de Vichy aussi, hein, vous le savez, avec le statut des Juifs, mais les Allemands, ils ont, si vous voulez, des objectifs sécuritaires, parce que à la fois, il y a les règles internationales qui s'appliquent, donc ils font attention. Donc il faut bien un prétexte sécuritaire, c'est la sécurité de nos troupes allemandes qui exige que l'on marque les magasins juifs, qui exige que l'on oblige les juifs à avoir le tampon juif sur leur pièce d'identité. C'est aussi des enjeux de sécurité qui exigent que les juifs soient recensés, qui ne retournent pas en zone occupée, ceux qui ont fui au monde d'Exode. Donc vous voyez que ce sont des mesures que les Allemands vont imposer dès 1940, des mesures de contrôle. Des mesures de contrôle. Ces mesures de contrôle, elles vont s'accompagner de mesures de spoliation. Voilà. Donc ça, c'est la politique allemande. Et Vichy a, dès 1940, une politique qui vise à, selon les termes des dirigeants de Vichy, éliminer l'influence juive dans l'État. Et également interner les juifs étrangers. Dès 1940, Vichy veut interner les juifs étrangers. Ils sont indésirables, ils sont amenés à devoir repartir chez eux une fois que les conditions seront réunies. Donc voilà les premières mesures. Et soudainement, alors il y a déjà eu des rafles en 1941, mais ces rafles, elles amenaient l'internement des Juifs sur place jusqu'en décembre 1941, où là les Allemands annoncent qu'ils vont, par représailles, parce qu'il y a des attentats communistes, par représailles déporter 1000 Juifs. Voilà, judéo-bolcheviques. Voilà la politique allemande. On a un contrôle, des brimades, des mesures de ségrégation aussi qui vont commencer à se mettre en place petit à petit jusqu'à l'étoile jaune en juin 1942. Mais il y a aussi le couvre-feu, mais il y a aussi l'interdiction de fréquenter les magasins de telle heure à telle heure, 15h et 16h. Ça, c'est une ordonnance de juillet 1942. Donc vous voyez, des mesures, contrôle, première rafle, ségrégation. Ça, c'est la politique allemande. Et soudainement, en juin 1942, ils exigent la livraison de 40 000 juifs et juives. Alors vous voyez là sur cette photo, vous voyez les principaux chefs de la police allemande, ils sont de dos. Vous voyez le général Auberg de dos. De face, vous voyez Helmut Noren, qui est le chef direct de la police. Et puis, vous voyez le bras droit de Auberg. Et en face, vous voyez René Bousquet, le secrétaire général à la police. Alors, à ce moment-là, le contexte précis, vous le connaissez, Pierre Laval est revenu au pouvoir en avril 1942. Il est revenu au pouvoir en avril 1942 avec l'idée qu'il faut donner en fait une dernière chance à la politique de la collaboration. Cette politique ne fonctionne pas suffisamment bien pour les Allemands, ils en veulent plus. Et Laval est vraiment identifié comme l'homme des Allemands. J'ai fait une ellipse, je ne vous ai pas dit que Laval, qui était le dauphin du maréchal Pétain, avait été renvoyé en décembre 1940 parce que après la poignée de main de Montoire, hein, vous savez, quand Hitler et le maréchal Pétain se sont rencontrés à Montoire le 24 octobre 1940, il y a eu des actualités ciné, il y a eu des photos dans la presse et la population avait été choquée. Et donc à Vichy, il y a eu une sorte de coup d'État interne et Laval a été considéré comme le responsable de cette action qui ne plaisait pas à l'opinion publique. Donc Laval renvoyé et Laval revient donc au pouvoir à la demande des Allemands, même si c'est pas si clair, mais enfin bref, il est l'homme identifié comme l'homme des Allemands en avril 1942. Et sa feuille de route est claire, il faut, et d'ailleurs Pierre Laval le dit lui-même, je n'ai pas de politique intérieure, je n'ai qu'une politique extérieure. Et cette politique extérieure, elle vise à faire en sorte que la politique de collaboration marche. C'est-à-dire qu'une fois que l'Allemagne aura gagné la guerre, que la France soit vraiment dans la meilleure position possible pour, dans cette Allemagne nazie. Laval est un patriote, il n'y a aucun doute. C'est pas un traître, Laval, c'est un traître de fonction, si vous voulez. Mais c'est quelqu'un qui est convaincu de servir le pays, parce qu'il est convaincu que l'Allemagne va gagner la guerre. Donc comme l'Allemagne va gagner la guerre, et qu'il n'y a pas d'autre option possible, que le général de Gaulle à Londres, tout ça, c'est une illusion, c'est de la trahison, c'est de la division entre Français, lui part du principe que l'Allemagne va gagner la guerre. Et il est vraiment dans cette logique-là, à ce moment-là. Il est
lorsque, vous le savez, le 14 juin 1942, il prononce cette phrase très célèbre à la radio: « Je souhaite la victoire de l'Allemagne parce que sans elle, ce serait la victoire du bolchevisme ». Donc on voit très bien qu'il est du côté de l'Allemagne nazie parce qu'il y a un péril majeur qui est celui du communisme. Donc très clairement, la cause des Alliés est celle des communistes. Donc voilà le raisonnement de Laval. Il faut donc faire en sorte que l'Allemagne puisse gagner la guerre. Donc que faire pour que l'Allemagne puisse gagner la guerre? Les Allemands veulent des ressources, ils veulent des hommes. Et c'est vraiment à ce moment-là que la pression pour que des ouvriers travaillent en Allemagne dans des usines allemandes, mais aussi sur place dans des usines françaises produisant pour l'Allemagne, et cette pression est la plus forte qu'il n'y a jamais eu. Et c'est à ce moment-là que les Allemands décident de mettre en œuvre la solution finale en Europe de l'Ouest, avec, je vous l'ai dit, cette exigence soudaine: 40 000 juifs et juives en âge de travailler. Ça, c'est la demande allemande. Alors, bien sûr, Laval, quand il reçoit cette demande-là par le général Auberg, on est le 26 juin 1942. Alors, il y a déjà eu des demandes, mais pas officielles, enfin, si officielles, mais disons passant par des gens d'un rang inférieur. Le commissaire général aux questions juives, Darquet de Pellepoix, l'adjoint de René Bousquet, Jean Leguet. Bon, on leur a dit, les Allemands, on veut des dizaines de milliers de juifs. Mais là, c'est Auberg qui, le 26 juin 1942, demande à Laval 40 000 juifs. La pression est forte, vous l'entendez dans le film. Les trains sont prêts, et donc les Allemands sont vraiment désireux d'aboutir. Alors, évidemment, si le gouvernement de Vichy avait vraiment mené une politique de moindre mal, il n'était pas compliqué de dire attendez, des juifs, mais lesquels peut-être qu'on peut vous donner des juifs étrangers, mais attention, il y en a qui ont des enfants français, attention, il y en a qui sont en situation légale, et puis qu'allez-vous faire d'eux? Enfin, voilà, il y avait moyen de faire traîner. C'est d'ailleurs ce que fait quelqu'un qui n'a pas autant de pouvoir que Pierre Laval, qui est simplement le maire de Bruxelles, le bourgmestre de Bruxelles, et qui, au même moment, lorsqu'on lui demande parce que les Juifs en Belgique sont et à Anvers et à Bruxelles, la situation est assez simple, ils sont pratiquement presque tous que dans deux villes, donc l'enjeu pour les Allemands, c'est le maire de Bruxelles et c'est le maire d'Anvers. On a d'un côté un maire collabo, le maire d'Anvers, qui va mettre la police municipale à disposition des Allemands, et on a le maire de Bruxelles, où il y a le plus de juifs, qui va dire non, moi je ne peux pas, j'ai pas le droit, la convention de La Haye me permet m'autorise à mettre ma police à votre disposition s'il y a des troubles à l'ordre public, mais arrêter des gens chez eux, j'ai pas le droit, c'est illégal. Donc il va réussir à faire traîner les choses pendant 2 mois, jusqu'à ce que les Allemands décident de faire l'opération par eux-mêmes, en septembre 1942. Donc on voit qu'il y a moyen de faire traîner les choses, d'invoquer des prétextes juridiques. Tout ça était possible. Mais ce n'est pas ce qui va se passer en France, puisqu'en France, je vous l'ai dit, on a un gouvernement qui mène une politique de collaboration. Et donc cette politique de collaboration, avec ce contexte très particulier d'une nécessité de donner un nouvel élan à la politique de collaboration, fait que Pierre Laval doit obtenir la livraison de 40 000 juifs. Et donc, il va s'en remettre à son chef de la police. Alors, pour bien comprendre aussi pourquoi les choses vont aller si vite, et pourquoi Vichy n'a pas fait ce que d'ailleurs Pierre Laval va annoncer en Conseil des ministres, parce que Pierre Laval, quand il va annoncer sa politique en Conseil des ministres, en vérité, il ne va pas oser l'annoncer. Il ne va pas oser l'annoncer clairement. Le 3 juillet 1942, c'est-à-dire une semaine après qu'il ait vu le général Auberg, il y a un Conseil des ministres à Vichy. Et là, il dira à ses collègues, il dira, les Allemands ont demande exorbitante, terrible, mais la réponse sera non, on ne peut pas, mais je vais faire un recensement qui va permettre de distinguer les juifs étrangers des juifs français. Je ne demande pas de décision, mais si jamais j'étais amené à envoyer vers un État juif tous ces dizaines de milliers de déchets venus de l'Europe centrale, je ne serais pas déshonoré. Vous voyez, un discours un peu bizarre, où d'un côté il essaie de se justifier politiquement, en essayant déjà, vous voyez, d'accabler une population qu'il va sacrifier, de l'autre,
il n'ose pas dire qu'en fait, il a déjà pris la décision et qu'il a déjà accepté, je vais y venir tout de suite, de donner aux Allemands le nombre de Juifs étrangers qu'ils veulent. Ce qui est intéressant, c'est la réaction du maréchal Pétain. Le maréchal Pétain, 86 ans, en juillet 42, il est un peu mis de côté. Laval, revenu au pouvoir en avril 42, il a vraiment tous les pouvoirs. Il est chef du gouvernement, il est ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Propagande, il a tous les pouvoirs. Donc, retenez que le maréchal Pétain n'a plus véritablement de pouvoir, mais qu'il garde une autorité morale qui fait qu'on ne peut pas prendre de grandes décisions à Vichy sans avoir l'aval du maréchal Pétain. Voilà. Donc le fait que le maréchal Pétain dise juste cette phrase, cette distinction entre les juifs étrangers et les juifs français est juste et elle sera comprise de l'opinion. Voilà ce que dit le maréchal Pétain. La veille, en réalité, René Bousquet, que vous voyez là, s'est réuni avec ces trois hommes, le général Auberg, Herbert Hagen et Helmut Noren, à Paris, et trois autres Allemands. Donc un Français face à 6 Allemands, ou 7, je ne sais plus combien ils sont, enfin, il y a un traducteur aussi. Et il a accepté, au terme d'une discussion assez serrée, assez complexe, sur la police, sur des questions de police. Donc au début, il y a des questions en débat entre les Allemands et Vichy, parce que le gouvernement de Vichy considère que les Allemands n'ont pas respecté la convention d'armistice, qu'ils ont par exemple fait des rafles sans avertir le gouvernement de Vichy, qu'ils vont directement dans les bureaux. Il y a les otages, enfin, il y a plein de questions que René Bousquet, qui est secrétaire général de la police depuis avril 1942, veut régler. Donc il veut obtenir un accord sur les polices. Donc c'est vraiment le thème de la rencontre. Mais l'enjeu, c'est bien évidemment pour les Allemands d'obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que ce soit la police française qui arrête ces dizaines de milliers de Juifs qui veulent déporter. C'est le 7e point de la discussion. Les 6 premiers ont porté sur les écoles de police, sur la gendarmerie, sur les pompiers. Vous voyez et on en arrive au point crucial de la négociation, où là, René Bousquet dit un peu ce qu'est la position du gouvernement français, maréchal Pétain, Laval, qui sentent bien qu'il y a quelque chose de pas normal qu'on leur demande. C'est quand même complètement exorbitant. C'est d'ailleurs, j'insiste, contraire à la convention d'armistice. On n'a pas le droit d'exiger comme ça des étrangers non ressortissants allemands, des femmes, pour les déporter on ne sait où. C'est totalement contraire et à l'esprit et à la lettre de la convention d'armistice. Donc René Bousquet se contente de dire non, on ne peut pas vous arrêter des Juifs. En plus, la plupart des Juifs, plus de la majorité des Juifs sont à Paris. À Paris, c'est quand même une opinion publique dont on se méfie un peu. Il faut faire attention. Arrêter des Juifs à Paris, ça pourrait mal se passer. Donc, a priori, c'est non. Alors là, les Allemands disent, et Helmut Noren qui mène la conversation. Donc vous voyez 2 jeunes, vous voyez, ils sont tous les 2 très jeunes, 2 jeunes policiers technocrates. Helmut Noren dit, je suis désolé, mais pour Adolf Hitler, pour notre Führer, c'est un objectif absolument important. Et on le prendrait très mal que vous refusiez de nous aider, d'autant plus que ça fait quand même 2 ans que vous faites aussi une politique antisémite. Là, on se propose de débarrasser la France des Juifs. Vous devriez plutôt être content. Je ne comprends pas pourquoi vous ne nous suivez pas. Et si vous ne nous suivez pas, on sera très peu compréhensif. Donc on voit la pression très forte qui s'exerce sur Bousquet, qui finit par dire, écoutez, je veux bien prendre une décision qui est inédite, dont on a bien conscience qu'elle entraînera des difficultés. On va vous donner le nombre de Juifs étrangers que vous voulez. Donc, on a bien conscience que c'est une décision qui aura des conséquences. Alors, ce qui est intéressant, c'est les difficultés. Il y aura des difficultés. Alors, en sachant ce qu'on sait aujourd'hui, quand on arrive à la fin de ce paragraphe, on se dit, tiens, normalement, Bousquet devrait évoquer l'opinion publique, devrait évoquer les Juifs français. Pas du tout. Il dit, il y a la question juive en Afrique du Nord, où là il y a des complications. Il y a l'allié italien qui ne veut pas faire d'antisémitisme. On a un problème avec les Juifs italiens. Et j'ai aussi des problèmes avec Darquet de Pellepoix, le commissaire général aux questions juives. Bref, qu'est-ce qu'on observe quand on analyse
les termes de ce rapport, enfin de ce compte-rendu, qui est un compte-rendu allemand, sur cette rencontre, c'est que Bousquet, très clairement, essaye de jouer la carte politique de Vichy, en essayant de se valoriser, parce que ça c'est vraiment l'une des attentes de Vichy à ce moment-là, l'idée que dans l'Europe nazie, l'allié italien, l'allié de l'Allemagne, peut-être c'est la France qui pourra devenir le brillant second. Donc on voit que Bousquet essaye d'utiliser cette négociation pour essayer de valoriser l'État français par rapport à l'allié italien, et c'est très étonnant d'observer ça, et de mettre aussi en avant son propre rôle de représentant de l'administration traditionnelle par rapport à Darquet de Pellepoix, qui est le commissaire général aux questions juives, qui est l'homme des Allemands et qui est pour lui un intrus dans l'administration française. Donc on voit très bien que les dirigeants de Vichy à ce moment-là s'inscrivent avec deux logiques, c'est-à-dire qu'ils ont deux logiques en tête. La première, c'est que l'Allemagne va gagner la guerre et que ça va aller assez vite. Ce qui explique pourquoi on essaye déjà pourquoi on fait très vite et pourquoi on essaye de se valoriser comme ça de manière un peu étonnante. Début juillet 1942, le jour de cette réunion, le 2 juillet 1942, quand on regarde ce qui se passe à l'échelle mondiale, on voit d'une part que les Allemands sont sur le front russe en très bonne position. On se dit, tiens, là, c'est une offensive spectaculaire. Rommel est en Égypte, ils foncent sur El Alamein, et là, les nouvelles sont très bonnes pour l'Allemagne. L'allié japonais est en train de bombarder l'Australie. Bref, quand le lendemain, le 3 juillet 1942, le jour du Conseil des ministres, De Gaulle s'exprime sur la radio de Londres, et il se trouve que j'ai lu récemment tous les discours du général de Gaulle à Londres. C'est toujours passionnant de lire ces documents, ces allocutions radiophoniques. J'ai rarement vu De Gaulle aussi peu optimiste. Il commence son intervention en disant « il ne faut pas s'armer d'un optimisme de commande, la situation est dure, il faut en avoir conscience ». Donc, très clairement, on est à un moment, et on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé, on ne peut pas comprendre la radio si on ne comprend pas qu'à ce moment-là, Vichy pense que l'Allemagne va bientôt gagner la guerre et que donc il faut donner satisfaction le plus rapidement possible à sa demande, et qui permet en plus de se débarrasser de juifs étrangers dont de toute façon on ne veut pas, qui sont internés, qu'on interne, qu'on assigne à résidence en zone libre, dont on veut se débarrasser. Donc vous voyez qu'il y a là une conjonction entre un intérêt politique propre, antisémite, xénophobe, qui vise à se débarrasser du maximum de juifs étrangers, et un opportunisme politique. Donc ça, si vous voulez, c'est la première logique. La deuxième logique, et là, vous voyez que Vichy va faire erreur sur la première, puisque l'Allemagne, comme vous le savez, n'a pas gagné la guerre. Deuxième logique, c'est la conviction que cette politique sera acceptée par l'opinion publique. Ça, c'est vraiment un pari qu'a fait Vichy. On voit que René Bousquet prend même pas en compte l'opinion publique. Il est vraiment convaincu, enfin, il n'en parle même pas. Et quand il va en parler le lendemain, c'est pour dire que le gouvernement s'est réuni le 3 juillet, donc on est le 4, la veille. Comme je vous l'ai dit, le maréchal Pétain a dit que cette distinction sera comprise de l'opinion, ce qui permet à Bousquet de dire « vous inquiétez pas, Pétain et Laval sont partants, vous aurez tous les juifs étrangers que vous voulez, et en plus, je pense qu'on pourra vous donner les naturalisés. » Tous ces juifs qui sont devenus français pendant les années 20, les années 30, voilà, on pourra aussi vous les donner. Donc voilà la politique de Vichy, voilà le contexte de cette décision terrible qui a entraîné, et là quand on regarde les chiffres attentivement, qui a entraîné un bilan terrible. Parce que sous cette décision, donc cet accord qui va être pris entre Bousquet et la police allemande, il va y avoir en moins de 4 mois 36 000 juifs qui vont être déportés de France, arrêtés et déportés de France. 36 000 juifs en moins de 4 mois. Du 17 juillet 1942, c'est-à-dire le jour de la rafle du Veldiv, il y a un premier convoi qui part dans le cadre de cet accord, jusqu'au 11 novembre 1942, donc vous voyez, ça fait moins de 4 mois, 36 000 juifs déportés. Donc vous voyez que
près de la moitié des Juifs déportés de France jusqu'à l'été 1944, c'est-à-dire en 2 ans et demi, en tenant en compte le premier convoi qui est parti d'Auschwitz, le 27 mars 1942, vous voyez que la moitié des Juifs de France ont été déportés en moins de 4 mois, précisément sous le régime de ces accords entre la police française et la police allemande. Donc on voit l'effet direct d'une décision politique. Et ces Juifs, 36 000, près de la moitié, ont été arrêtés à Paris et presque tous, enfin une grande partie, en moins de 2 jours. La rafle du Veldiv. Alors la rafle du Veldiv, j'en viens à la deuxième partie de mon exposé sur les sources. La rafle du Veldiv, c'est sans doute l'un des événements les plus connus de la Seconde Guerre mondiale en France, parce que, pour une raison simple, c'est que c'est la plus grosse opération qui a eu lieu contre les Juifs dans toute l'Europe de l'Ouest. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent ailleurs. Et on ne fera plus jamais ça dans ces proportions-là. C'est-à-dire qu'en moins de 2 jours, arrêter 13 000 personnes, en moins de 2 jours, ça s'est fait nulle part ailleurs. Même en Allemagne, quand on a fait une grande action en 1943 à Berlin, c'est quelques milliers de Juifs qui ont été arrêtés. Il y a eu aussi une grosse action à Amsterdam, c'est quelques milliers. On n'atteint pas ces chiffres-là. On n'atteint pas ces chiffres-là. 13 000 personnes en moins de 2 jours, c'est vraiment un record. Et il y a aussi une autre spécificité à la rafle du Veldiv, qui a marqué les esprits. Vous avez vu les effets dans le film. C'est la séparation entre les parents et les enfants. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment propre, qui est lié à un engrenage criminel. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cet engrenage criminel parce qu'il est exposé dans le film, et que vous avez vu, que vous allez voir, mais c'est vraiment ça la rafle du Veldiv. C'est un engrenage criminel dans lequel plus personne ne peut sortir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décidé de prendre cette décision, qui, j'insiste, une fois de plus, était totalement exorbitante, totalement contraire à toutes les règles internationales, à toutes les règles sur le droit d'asile, à la morale commune, parce qu'on verra que la population a été choquée. À partir du moment où on rentre dans un engrenage comme celui-ci, où on s'invente un mensonge d'emblée, puisque dès le 3 juillet 1942, Laval dit « je ne serais pas déshonoré si j'envoyais des Juifs étrangers dans un État juif à l'est de l'Europe ». Qui peut croire à la fiction d'un État juif, si ce n'est Pierre Laval et les agents de la propagande nazie? C'est bien évidemment un mensonge. On ne sait pas l'existence des chambres à gaz, bien sûr, mais on ne peut pas imaginer que dans le contexte de la guerre, Adolf Hitler ayant menacé plusieurs fois avec des menaces publiques, qui ont d'ailleurs fait la une de la presse parisienne en janvier 1942, en février 1942, il y a des propos terribles d'Adolf Hitler où il dit que les Juifs ne sortiront pas vivants de la guerre, que ce ne seront pas les Allemands qui seront exterminés, mais le peuple juif, qu'il ne restera pas un Juif en Europe après la guerre. Tout ça ne peut pas permettre de penser que les Allemands affrètent des trains, alors qu'ils ont des besoins de guerre impérieux, pour envoyer des Juifs dans des colonies. C'est pas possible de le croire. C'est évident qu'ils vont dans des camps et que dans ces camps, le risque que ces Juifs décèdent, surtout des femmes, des enfants, des vieillards, est extrêmement élevé. Donc Laval se fabrique un mensonge qui est cette fiction de l'État juif, et c'est la raison précise pour laquelle il ne va pas utiliser, et son gouvernement ne va pas utiliser les outils très simples dont ils avaient pour sauver par exemple les enfants. Mais d'autant plus qu'au même moment, on va arrêter d'autres juifs en province. Il va y avoir la rafle du Veldiv, où 13 000 personnes vont être arrêtées en moins de 2 jours, mais au même moment, il va y avoir des rafles en province. Il va y en avoir à Dijon, à Rouen, à Poitiers. Alors vous voyez les chiffres, c'est peu de personnes qui sont arrêtées au total, puisque Alexandre Doulu a établi le chiffre à 1053 juifs arrêtés et déportés. Donc il doit y avoir à peu près 1200 juifs qui ont été arrêtés. Mais parmi ces 1200 juifs qui ont été arrêtés, il n'y a pas un seul enfant.
ou très rares. Il y en a eu quelques-uns, je crois, à Bordeaux, justement. Mais normalement, les Allemands ne voulaient pas les enfants. C'était, je vous l'ai dit, des Juifs et des Juives en âge de travailler. Et c'est bien ce qu'on a fait en province. Pourquoi on ne l'a pas fait à Paris ? On ne l'a pas fait à Paris parce qu'on s'est retrouvé avec 13 000 personnes, dont 4 000 enfants. 4 000 enfants, qu'est-ce que vous faites avec 4 000 enfants ? En province, vous en avez quelques dizaines par ici, quelques dizaines par là. Alors vous pouvez les mettre à la synagogue, vous pouvez les mettre chez des voisins non-juifs ou juifs, non arrêtables. Bref, on trouve des solutions. À Paris, vous avez 4 000 enfants sur les bras. Et en plus, j'y viendrai après, un certain échec de l'opération. Je viendrai dans la dernière partie de mon exposé sur les principales conclusions, mais retenez quand même, je le dis dès le départ, c'est l'une des principales découvertes de mon travail, c'est que les 2/3 des Juifs, en réalité, ont échappé à la rafle du Veldiv. Il y avait 27 000 Juifs et Juives en âge de travailler qui étaient visés, parce qu'on faisait l'erreur de compter les enfants parmi les objectifs. Les enfants n'étaient pas comptés parmi les objectifs. 9 000 ont été arrêtés. Les 2/3 des gens ont échappé. Donc c'est tout un engrenage, si vous voulez, qui d'un côté Laval, qui veut essayer de faire croire à l'opinion publique qu'on va d'abord déporter les parents pour qu'ils construisent des baraquements, puis ensuite les enfants viendront, puis ils iront à l'école. Enfin, comme ça, il va comme ça raconter des sornettes aux personnes venant le voir. Et de l'autre côté, la préfecture de police de Paris qui constatera que la rafle est un échec et va donc demander, ce que les Allemands ne voulaient pas, va donc demander que les enfants partent tout de suite avec leurs parents. Donc, retenez ça, c'est unique. C'est unique. Ce qui s'est passé là, on arrête des familles, on les disloque, parce que c'est ça l'histoire de la rafle du Veldiv dans son enchaînement, c'est qu'on va les amener à Pithiviers, à Bonne-la-Rolande, de là on va faire des premiers convois, enfin, toute cette histoire est racontée dans le film, j'y reviens pas, mais ces convois où il va y avoir d'abord des adultes, ensuite les enfants restent seuls, ensuite les enfants sont conduits à Drancy dans des conditions épouvantables, ils sont mélangés à des adultes qu'ils ne connaissent pas, et déportés, qui sont des réfugiés juifs qui viennent de zones libres, et déportés dans des conditions absolument pires encore que toutes les autres à partir de fin août 1942, ça, c'est unique. Ça ne se reproduira plus jamais. La Vichy a compris qu'il y avait une transgression qui avait été franchie et qu'on ne pouvait plus aller aussi loin. Donc plus jamais, ou que exceptionnellement, on déportera des enfants sans leurs parents. Et il n'y aura plus jamais, d'ailleurs, Vichy va faire des rafles aussi en zone libre, plus jamais de rafles de femmes et d'enfants en zone libre. Donc vous voyez bien que Vichy pouvait mettre des coups d'arrêt lorsque il y avait véritablement des limites insupportables qui étaient franchies. Donc la rafle du Veldiv, c'est ça, c'est un crime unique dans ses proportions, dans ses effets et de fait dans son impact mémoriel, puisque jusqu'à nos jours, ça a pesé. Pourquoi ? Parce que du fait des accords entre Bousquet et Aubert, ce ne sont que des policiers français qui ont arrêté des juifs. Donc ça a vraiment marqué les victimes, ça a marqué aussi l'opinion publique avec des occultations, puisque comme vous le savez, ce sera difficile au sortir de la guerre d'impliquer 4500 policiers impliqués. Quand vous voyez les premières plaques commémoratives, on dira que c'est les Allemands qui ont fait l'opération. Dans les manuels scolaires, c'est les Allemands qui ont fait c'est la Gestapo qui a fait la rafle du Veldiv. Tout ça, ça va changer dans les années 80, mais voyons, il y a quelque chose qui va rester, une sorte de non-dit qui va rester. Et vous le savez, le discours de Jacques Chirac, précisément sur les lieux de l'ancien Vélodrome d'hiver, en 1995, reconnaîtra le rôle de l'État français dans la déportation des Juifs de France. Alors, cette histoire avait déjà fait l'objet d'un livre en 1967. Ce livre était un livre de militants de la mémoire, Claude Lévy et Paul Tillard, et c'était un livre qui était avant tout fondé sur des témoignages. Ça, des témoignages, on commençait à en avoir, c'est-à-dire la première fois qu'on fait un livre d'histoire sur la persécution des Juifs en partant de témoignages. Donc c'est vraiment important parce que c'était une voix qui était absente des livres. Il y avait déjà des livres sur la persécution des Juifs, mais ils étaient fondés sur les premières archives de l'État dont on disposait. C'était sur le commissariat aux questions juives, c'était sur la spoliation, etc.
pas d'archives en fait. Et ça, on s'en rend compte. Pourquoi il n'y a pas eu d'autres livres depuis? C'est que les archives de l'État, pour l'essentiel, avaient été détruites. La préfecture de police de Paris a détruit au sortir de la guerre, alors pour des raisons républicaines, parce qu'il ne fallait pas garder des archives faisant la distinction entre juifs et non-juifs. Donc vous voyez des prétextes louables, mais avec des conséquences fâcheuses pour les chercheurs. Et puis probablement aussi une application un peu extensive pour se débarrasser de traces compromettantes. Ça a aussi joué. Les archives ont été détruites pour l'essentiel. Donc ça, c'est embêtant. Alors reste quelques traces que vous connaissez, que vous voyez dans le film, qu'on voit dans d'autres films. Il y a eu d'autres documentaires avant le nôtre sur la rafle du Veldiv. Il y a eu un premier documentaire en 1986, un deuxième en 1992. Donc des documentaires. Alors il y a cette unique photo qui a été identifiée par Serge Klarsfeld. C'est l'unique photo de la rafle du Veldiv. On connaissait quelques circulaires. Donc la circulaire qui organise la rafle du Veldiv, les instructions, les consignes qui ont été données aux équipes d'arrestation. Donc, en gros, on savait comment ça s'était passé, comment ça avait été organisé. Ça, par le haut, par l'état-major de la police municipale, puisque c'est la police municipale de la préfecture de police de Paris qui a organisé la rafle du Veldiv. On avait aussi dans les archives, elles ont été publiées par Serge Klarsfeld à partir de 1983 dans Vichy Auschwitz. C'est Serge Klarsfeld le premier qui a eu accès aux archives de la préfecture de police de Paris. Et le peu qui restait, c'était quelques bulletins. Vous voyez, quelques bulletins qui font le bilan de la rafle ou qui tiennent le préfet de police au courant. Vous voyez ce petit bulletin qui évoque le déroulé de la rafle qu'on voit également dans le film. Donc vous voyez, très peu d'archives d'État, beaucoup de témoignages de victimes et côté police, ces agents ordinaires qui ont été requis, qui ont fait ce travail-là, rien. Voilà. Un néant, pas de témoignage. Alors, les rares témoignages qui avaient pu surgir, notamment grâce au livre de Claude Dévy et Paul Tillard, parce que quand le livre est sorti en 1967, il avait eu un gros impact. C'était Robert Laffont, la fameuse collection, vous savez, cette collection verte là, sur une journée. Alors, il y a eu le 6 juin 1944, c'était une collection grand public de livres d'histoire, surtout sur la Seconde Guerre mondiale. Ce livre avait eu un impact et il y avait un policier qui avait témoigné, mais il n'avait pas arrêté de juifs, lui. C'est merveilleux, il avait juste sauvé des juifs. Donc Mais des policiers qui racontent comment ils ont fait, comment ça s'est passé, comment ils ont arrêté des juifs, rien. On n'avait même pas un nom, pas un visage, rien. 4500 policiers mobilisés et un silence absolu en termes d'archives et de témoignages. Alors comment faire pour écrire l'histoire de la rafle du Veldiv, pas simplement du côté des victimes. Alors là, on a beaucoup de choses, c'est émouvant, on peut effectivement... Mais les victimes, elles connaissent que ce qu'elles ont vécu, que ce qu'elles ont vu. Et puis, il y a la déformation aussi dans le temps. Peu de gens ont témoigné à l'époque. Donc, vous avez aussi des légendes, des rumeurs, des biais. Et c'est bien normal. Il y a des choses qui sont extrêmement fiables dans le témoignage des victimes, leur ressenti. Alors, c'est le ressenti des victimes, des choses qui les ont frappées, des images. Oui, mais sur l'organisation de la rafle, comment ça se passe concrètement, ça, il y a évidemment des choses qui parfois ne sont pas la réalité de ce qui s'est passé. Donc, comment raconter la rafle du Veldiv pour ce qu'elle est fondamentalement, c'est-à-dire une opération de police organisée par des policiers, exécutée par des policiers ordinaires. Là, j'étais face à un véritable défi parce que je ne voyais pas très bien comment procéder. Alors, évidemment, ce livre sur la rafle du Veldiv, il vient après d'autres livres. Donc, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur ces sujets-là, donc ça fait un moment que j'avais commencé à identifier certaines sources. J'ai fait un livre qui a été évoqué tout à l'heure, L'antisémitisme de bureau. L'antisémitisme de bureau, c'est un livre que j'ai fait en 2011. C'était vraiment pour le coup un livre pas comme la rafle du Veldiv, parce que la rafle du Veldiv, je l'ai vraiment écrit pour un large public. Là, l'antisémitisme de bureau, c'était mon programme de recherche pour le CNRS. Quand j'ai été recruté au CNRS, j'avais dit je ferai
quelque chose sur une grosse enquête sur l'administration sous Vichy, sous l'aune de administration traditionnelle, administration exceptionnelle. Parce que c'est ça Vichy. Vous avez d'un côté une continuité, on va prendre des fonctionnaires qui sont déjà là, et de l'autre côté, on va créer des administrations nouvelles pour servir le projet de révolution nationale. Donc ça, c'était vraiment mon sujet. Et donc j'avais fait un essai très savant sur la préfecture de police de Paris et le commissariat aux questions juives que j'avais confronté. Et en faisant ce travail-là, je m'étais penché sur le fichier, ce que je ne pensais pas être le fichier juif, parce qu'à l'époque, on ne savait pas que les fichiers qu'on avait retrouvés dans les années 90, que Serge Klarsfeld avait retrouvés dans les années 90, on ne savait pas que c'était vraiment le fichier juif. Et j'avais fait une analyse informatique, une base de données, et j'avais pu identifier le fichier de 1940 de recensement des Juifs. Vous savez, 150 000 Juifs avaient été recensés en 1940. Une grande partie de ce fichier a été conservé, l'original de ce fichier a été conservé. Et j'ai aussi identifié un recensement qui était totalement passé sous les radars, que personne n'avait jamais évoqué, qui était un recensement qui avait été organisé 1 an après le premier recensement, et uniquement que pour Paris, en fait, qui avait été demandé par les Allemands, parce qu'ils trouvaient que le fichier n'était pas assez bien fait, en octobre-novembre 1941. Et ce fichier, qu'on a appelé le fichier de contrôle, c'est le fichier qui a permis d'organiser la rafle du Veldiv. Alors ça, je l'avais compris parce que j'avais fait des croisements informatiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, j'avais, et ce sera la première des 3 principales sources dont je vais vous parler, j'avais là une source assez exceptionnelle pour comprendre l'organisation de la rafle du Veldiv. Alors, je ne vais pas, tout ça, j'évoque ça dans mon livre dans le détail, mais ce qu'on peut retirer d'abord, ce que j'ai vraiment bien compris grâce à ce fichier, donc j'ai fait à nouveau une base de données, j'ai fait un échantillon, on doit faire des échantillons, j'ai fait un échantillon de 2200 fiches que j'ai informatisées, enfin traitées de manière informatique, et j'arrive à pas mal de conclusions intéressantes. D'abord que le nombre de personnes visées par la rafle du Veldiv était bien plus important que ce qu'on pouvait imaginer, puisque vous avez 27 400 juifs et juifs de plus de 16 ans, jusqu'à 55 ans pour les femmes, 60 ans pour les hommes, que des apatrides, mais on voit sur les fiches qu'il y a les enfants. Donc on se rend compte que ceux qui ont organisé la rafle du Veldiv savaient qu'ils faisaient quelque chose qu'on ne fait jamais quand on est un bureaucrate ou un policier, c'est d'aller arrêter des étrangers qui ont des enfants français. Ça arrive d'aller arrêter des étrangers qui sont en situation irrégulière, jamais des étrangers avec des enfants français. Ils ne sont pas arrêtables, ils ne sont pas expulsables. C'est comme ça, c'est encore le cas de nos jours. Donc, cette conscience que, en plus des 27 400, vous avez, j'ai comptabilisé, 10 000 enfants visés par la rafle, dont 8 000 Français. Français à titre définitif, c'est-à-dire que c'est véritablement leur nationalité. Et à l'époque, la loi française, la loi de 1927, faisait que quand vous étiez déclaré français par vos parents, vous étiez français à titre irrévocable. Et donc même Vichy n'a pas dénaturalisé ces juifs. Dans le film, vous voyez le témoignage de Joseph Schwartz. Joseph Schwartz, qui a 96 ans aujourd'hui, était né en 1927. Joseph était né français. Et il a été devenu français avant que ses parents soient naturalisés. Ses parents avaient été naturalisés en 1938. Or, il se trouve que Vichy avait créé une commission de révision des naturalisations et révisé au cas par cas. Ils n'ont pas dénaturalisé tous les juifs, mais ils en ont dénaturalisé un certain nombre. Ils en ont dénaturalisé, on estime, entre 6 et 7 000. Les parents de Joseph avaient été dénaturalisés. Les parents de Joseph avaient été dénaturalisés pour un prétexte antisémite assez minable. Le rapporteur avait vu que le père de Joseph était rentré en France en se prétendant mineur, donc mineur de fonds. Et alors, il n'est pas mineur de fonds, il n'est pas ouvrier, et en fait, il a ouvert un magasin de brocante. Alors, d'envoyer le juif comme ça. Donc, les parents de Joseph avaient été dénaturalisés, mais Joseph, lui, a été resté français. Donc, vous voyez que même pour Vichy antisémite,
c'était sacré d'être né en France et d'être français on était à titre irrévocable. Voilà. En revanche, le petit frère de Joseph, qui avait été naturalisé avec ses parents, lui avait été aussi dénaturalisé au moment de la dénaturation de ses parents en juillet 41. Donc vous voyez, très important de retenir, parce que parfois on lit dans certains mauvais livres, pour Vichy, ses enfants, c'était des étrangers aussi. Non, pour Vichy, ses enfants sont bel et bien des Français. Ils le savent, ils en ont conscience. Enfin non, ils le découvrent au moment où ils font ça. Parce que quand Bousquet s'est arrangé avec les Allemands, je crois qu'ils n'ont pas anticipé ça. Ils n'ont pas anticipé qu'il y aurait autant d'enfants français. Voilà, ça me paraît certain. Mais les organisateurs, eux, l'ont vu. Ceux qui ont arrêté les Juifs, eux, l'ont vu. Ceux qui ont reçu les Juifs à Pithiviers et à Bonne-Arlande l'ont compris. Et ça les a même gênés. Mais les Juifs français, mais ces enfants, ils ne devraient pas être arrêtés. Donc, on va avoir conscience de ça. Donc, 37 000 personnes environ visées. Alors, je ne rentre pas dans les détails. 35 000 personnes, parce qu'il y a des erreurs. Tout ça, j'explique. Donc, 35 000 personnes visées. Donc, vous voyez qu'on comprend vraiment qu'il y a là une politique exorbitante qui n'épargne pas des Juifs français, puisque vous voyez que vous avez 8 000 Juifs français qui sont visés par cette opération, et aussi en rien une politique de moindre mal, puisque vous voyez que Vichy et son administration n'a pas été capable de discuter des exemptions qui auraient dû couler de source. Vous voyez des gens qui ont été recherchés et arrêtés, des gens qui sont impotents, des gens qui sont mutilés de guerre 100%, des gens qui ont des services militaires. Tout ça, c'est l'histoire de la rafle du Veldiv. Donc en rien une politique révisée face à une pression allemande à faire du mieux qu'on peut. Non, une politique qui vise à livrer le maximum de Juifs. On voit vraiment qu'on a brassé le plus large possible parce qu'il y a au-dessus de ces bureaucrates qui sont des agents ordinaires, qui ne sont pas forcément antisémites, mais pèse sur eux un poids politique très très fort, très important, et c'est ce qui explique le fait qu'on n'ait pas été capable, ne serait-ce que de protéger des gens d'épargner des gens qui avaient combattu pour l'armée française. Donc vous voyez que là, j'avais, avec cette première source que j'ai vraiment énormément utilisée, qui m'a aussi beaucoup servi pour comprendre la rafle après la rafle. C'est-à-dire que, je vous ai dit, les 2/3 des gens ont échappé, mais il y en a qui vont être recherchés. Donc j'ai pu continuer à utiliser cette base de données pour arriver dans les 2 derniers chapitres de mon livre à vraiment documenter et quantifier les gens qui ont été arrêtés, qui étaient recherchés. Vous voyez, ce tampon recherché vise des gens qui n'ont pas été trouvés le 16 et 17 juillet 42 et qui ont été retrouvés après. Soit parce qu'ils avaient encore une fiche d'arrestation à leur nom, soit qu'ils ont été arrêtés parce que ils étaient clandestins, on les a trouvés. Ce qui fait que j'arrive à un bilan de la rafle du Veldiv, si vous voulez, de cette opération, à près de la moitié des Juifs qui ont été finalement retrouvés et déportés. Vous voyez que là, j'ai un outil vraiment exceptionnel pour documenter l'organisation de la rafle, mais aussi la traque des Juifs jusqu'en 1944. Et le bilan final, parce qu'on voit bien que cette population était la plus fragile, la plus précaire, c'est des Juifs polonais pour l'essentiel d'entre eux, pauvres, mais on voit que la moitié d'entre eux ont fini par être pris et déportés. La source la plus importante, la deuxième source la plus importante, et sans doute la plus importante que j'ai eue, en tout cas en termes de temps, et qui était pour moi l'enjeu le plus important. Je voulais des paroles de policiers. Comment trouver des paroles de policiers ? Il y avait une source que j'avais déjà identifiée quand j'ai fait mon livre « L'État contre les Juifs », où j'avais déjà fait un chapitre sur la rafle du Veldiv, mais où je me plaçais du point de vue des commissaires. La rafle du Veldiv, c'est, je vous l'ai dit, une opération police municipale. Et au sein de la police municipale, les commissaires d'arrondissement. Les commissaires d'arrondissement, ils dépendent de la police municipale et ce sont eux qui vraiment, concrètement, ont organisé la rafle du Veldiv. Donc j'avais déjà identifié des dossiers d'épuration. Et ils étaient assez intéressants pour la plupart de ces commissaires. Donc vous voyez que je procédais comme ça, j'avais des noms, j'avais identifié les commissaires d'arrondissement et j'allais voir s'il y avait des dossiers. Pour faire l'histoire de la rafle du Veldiv par le bas, vraiment, parce que je voulais des gardiens de la paix, je voulais des policiers ordinaires, je ne pouvais pas procéder par nom. Il a fallu que je
demande, et j'ai obtenu l'autorisation de consulter l'ensemble des dossiers d'épuration. Je ne sais pas si vous voyez bien mes indications. Oui, alors 4500 dossiers. Il y a 20 000 agents à la préfecture de police de Paris. Donc 4500 dossiers, c'est considérable. Hein. Vous voyez qu'il y a près d'un agent sur 5 qui a dû rendre des comptes, même entre 1 sur 4 et 1 sur 5, qui a dû rendre des comptes à la Libération devant une commission d'épuration administrative. Donc c'est des policiers résistants qui jugent d'autres collègues, des collègues qu'on accuse de cette compromis, qu'on accuse de fait de collaboration. Et sur ces 4500 dossiers, j'en ai trouvé que 30 qui évoquent directement la rafle du Veldiv. Alors c'est peu, 30 sur 4500, j'y ai passé des mois. Parfois, c'était très déprimant parce que je voyais des centaines et des centaines de dossiers, puis il n'y avait rien sur la rafle du Veldiv, je ne trouvais rien. Mais bon, au bout du compte, malgré tout, ces mois de recherche, ces 5 mois de recherche intensifs, je trouve 30 dossiers qui renseignent qui évoquent la rafle du Veldiv, c'est-à-dire que ce sont des policiers qui ont été poursuivis par la commission d'épuration parce qu'ils étaient considérés comme ayant fait du zèle ce jour-là. Donc c'était une incrimination, le fait d'avoir participé de manière zélée à la rafle du Veldiv. Alors il y avait souvent une autre accusation. L'exemple que je donne là, c'est un flic qui a effectivement fait du zèle le 16 juillet 1942, mais en plus on lui reprochait d'avoir tenu des propos contre les Anglais. Donc, il a été dénoncé par un collègue. Et voilà, c'est tout ça qui explique qu'il se retrouve devant la commission d'épuration. Donc 30 dossiers comme celui-ci, donc ça c'est des dossiers un peu merveilleux pour moi, parce que qu'est-ce qu'on voit ? On voit un policier qui se justifie devant d'autres policiers. Donc on est entre soi et on a son propre vocabulaire, son propre état d'esprit et vraiment une langue qui est celle des policiers où on comprend vraiment ce qu'on pouvait faire ou pas faire. Et donc on lui dit, mais alors ce qu'on va lui reprocher à lui au bout du compte, il avait 17 fiches d'arrestation. C'était la moyenne. Hein. Chaque équipe d'arrestation avait 17 fiches d'arrestation, puisque 27 400 fiches, 4 500 policiers mobilisés, mais c'est 1300 1600 équipes d'arrestation, 27 400 fiches. Les policiers marchent par 2, donc ça fait 17 fiches par équipe, 12 visites domiciliaires à peu près. Donc vous voyez, 12 visites domiciliaires, c'est déjà du travail. Donc ce qu'on va reprocher à ce policier, c'est d'avoir arrêté dans la rue, en dehors de ces fiches, 2 juives qui visiblement étaient en train de fuir, et elles avaient des fiches d'arrestation. Donc clairement, elles fuyaient la fiche on s'en est rendu compte, au centre de rassemblement. Donc elles étaient arrêtables, mais comme lui n'aurait pas dû les arrêter, on considère qu'il a fait du zèle. Voilà. Et il est révoqué. Donc ça, c'est un peu une sanction un peu exceptionnelle, parce que j'ai jamais vu une sanction aussi sévère. Hein. Généralement, il y a classement, où il y a... Mais là, on voit... Et ce dossier est exemplaire, mais il y a une trentaine d'autres où on voit qu'est-ce qu'on pouvait faire ou pas faire. Alors, les responsables de la commission d'épuration, ils disent, bon, vous marchiez avec un collègue, vous le connaissiez. Si vous le connaissiez, pourquoi vous n'êtes pas entendu ? Vous ne le connaissiez pas, mais est-ce que vous avez confiance en lui ? Alors le policier va dire, non, c'était un jeune, les jeunes, peut-être que c'était un collabo. Donc on comprend vraiment quelles étaient leurs marges de manœuvre. Vous avez défoncé une porte. Pourquoi vous avez défoncé une porte ? Est-ce que votre chef vous a demandé de défoncer les portes ? Non. Voilà, on rentre vraiment dans toutes les marges de manœuvre, d'interprétation, et on comprend... Encore une fois, je reviens à ce dossier parce qu'il est vraiment exemplaire. Il avait 17 fiches d'arrestation, carassé, et il dit « Mais moi, j'en ai arrêté que 2, moi, en plus des 2 autres qu'il a arrêtés dans la rue. Parce qu'on a commencé, on ne savait pas quoi faire, on est tombé sur une femme, on l'a prise. Puis après, dans la journée, on a laissé filer les gens. Voilà, et puis la plupart du temps, on arrivait, personne n'était là. Bon, mais on comprend, et ça j'ai vraiment pu du coup comprendre ce qui se passait dans la tête de ces policiers. C'est qu'au début, ils ont des ordres, ça leur plaît pas, donc ils exécutent les ordres, et puis
au fur et à mesure que la journée avance, hein, ça dure 1 jour et demi, la rafle du Veldiv. Et ben c'est là où on va commencer à lâcher du lest, à avoir pitié, à se regarder avec son collègue et voir qu'il est un peu aussi mal à l'aise que soi et qu'on va laisser filer parfois. Alors, il y avait une possibilité qui était très facile et vous preniez aucun risque, c'était de dire « je reviens dans 2 heures, préparez vos affaires ». Ayant 12 visites à faire, ça se tient. Quand vous allez justifier devant votre chef que certes vous êtes venu chez la personne, mais quand vous êtes revenu, elle n'était plus là, bon, vous pouvez vous faire engueuler, mais vous avez une bonne explication. C'est-à-dire, moi, j'avais d'autres visites à faire. Il fallait que les gens réunissent leurs affaires, que j'aille ailleurs, taper aux portes. Et voilà. Donc vous voyez que sans prendre le moindre risque, vous pouviez laisser filer les gens. Et ça, vous avez des témoins qui le racontent. À l'inverse, vous aviez des agents qui, eux, faisaient très attention à ce que dès qu'on a trouvé une personne chez elle, parce que 2 fois sur 3, les gens ne sont pas là, ou les portes restent fermées. Est-ce qu'ils sont derrière la porte ou pas? Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'on va défoncer la porte ou pas? Enfin, voilà, mais quand la porte a été ouverte et que vous avez les gens, vous avez des policiers qui vont se dire faut qu'on les tienne là. On reste avec elles réunissent leurs affaires. Voilà. Donc c'est tout ça, c'est toutes ces micro-décisions, ces micro-marges de manœuvre que cette source, ces dossiers d'épuration m'ont permis de documenter et du coup de donner une véritable chair et humaine, y compris côté policier, à ce qui s'est passé, où on voit des gens ordinaires, qui ne sont pas des salauds, qui ont mauvaise conscience. Et ça, on comprend vraiment très bien quand on se plonge dans ces dossiers-là, que ce qu'ils appellent, eux, dans leur langage, ils appellent la rafle monstre. C'est la rafle monstre, c'est de souvenir comme ça qui est resté. Il y a quand même cette compréhension chez la plupart qu'ils ont fait quelque chose qui n'était pas normal. D'ailleurs, dans un des dossiers, il y en a un gardien de la paix qui dit « Moi, j'ai dit à mon chef, mais ce qu'on fait, c'est illégal. » Et c'est vrai, on n'a pas de mandat d'arrêt, on n'a pas le droit d'aller chez les gens, arrêter des gens. En plus, c'est pas le boulot de... Vous savez, à l'époque, les gardiens de la paix, ils ne sont pas armés. Hein. C'est pas leur boulot d'arrêter des gens. Donc, on prend vraiment la mesure du caractère anormal, exorbitant de cette journée, mais aussi de toutes ces marges qui font que, au bout du compte, les 2 tiers des gens ont échappé. C'est pas que... effectivement, il y a des gens qui ont prévenu avant, mais c'est aussi pendant ces journées-là où il y avait encore des marges et des possibilités considérables de fuir. Donc, je vous ai déjà évoqué 2 sources principales. Je glisse rapidement sur la 3e, et qui était en fait assez logique. Et la rafle du Veldiv, c'est une journée, c'est un lieu. C'est Paris, 16 et 17 juillet 1942. Donc je me suis dit, il faut essayer de voir toutes les archives qui peuvent concerner cette journée-là et qui peuvent exister. Alors là, je vous ai donné l'exemple de ce que le croisement des archives m'a permis de documenter, c'est-à-dire il y avait des légendes sur la rafle du Veldiv, qu'il y avait eu des trentaines de suicides, des dizaines de suicides, une femme qui s'était jetée par la fenêtre. Tout ça, ce sont des légendes. En vérité, il n'y a eu qu'un seul suicide qui a entraîné la mort de la personne qui s'est suicidée. Et cette personne, je l'ai retrouvée dans 4 sources différentes. J'ai d'abord consulté, je me suis dit, je vais aller voir les mains courantes. Vous savez, les mains courantes dans les commissariats, c'est cette espèce de journal de bord des commissariats de quartier. Je vais voir tout ce qui s'est passé 16-17 juillet 42. Et là, je vois des incidents, dont c'est comme ça que j'ai pris connaissance de ce suicide. Je vois aussi des archives centrales des RG. Les archives centrales des RG, c'est tous les incidents tout ce qui se passe à Paris, des arrestations, des enquêtes. Et je prends tout ce qui concerne, alors c'est un peu plus compliqué, mais j'ai réussi à trouver un numéro qui concerne le 16 juillet 42. Donc j'ai pris tous les numéros liés. Et là, j'ai pu trouver, j'ai retrouvé ITA et j'ai retrouvé des dizaines d'incidents qui ont eu lieu pendant la rafle du Veldiv. J'ai regardé aussi, il y a des enquêtes de police. Vous savez, quand il y a un mort sur la voie publique, enquête de police. Je suis allé voir les archives des pompiers et je suis allé voir
aussi les registres, la morgue, donc là j'ai trouvé qu'un mort, donc là j'avais vraiment la preuve, j'avais qu'un mort, et autre source très importante, sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps, et qui n'apparaît pas là sur l'image que je vous montre, je ne pouvais pas tout mettre, c'est les registres des hôpitaux. Les registres des hôpitaux de Paris, je les ai tous vus. Et là, je vois vraiment ce qui se passe. Je vois des gens qui deviennent des personnes. Alors évidemment, j'identifie des noms qui paraissent juifs polonais. Vous voyez, je n'ai pas d'autre moyen de procéder. Mais ça converge très probablement vers des gens qui, devant être arrêtés pendant la rafle du Veldiv, soit ont tenté de se suicider, parce qu'il y a plusieurs blessés, il y a plusieurs tentatives, soit ont été pris de folie. Je trouve plusieurs cas comme ça, des crises nerveuses, des maladies. Donc j'arrive à documenter comme ça cet incident et comprendre que c'est un événement public qui a été vu, qui a été perçu. Et autre archive ordinaire, donc là oui, je vous montre plus précisément les archives centrales des RG, parce que là on voit vraiment tous les incidents qui se sont produits, mais aussi j'ai trouvé dans les archives de Paris les rapports des maires d'arrondissement, et on comprend que la population parisienne a été profondément choquée par ce qui s'est passé, et que c'est durable, et que c'est pas un effet comme ça, enfin durable. On voit le 25 juillet 1942, ce qu'il dit est intéressant, parce que les événements, vous voyez, les événements du 16 juillet, donc on est déjà comme si on prend date de quelque chose qui va rester dans l'histoire de Paris, les événements du 16 juillet, les conditions dans lesquelles ils se sont déroulés. Donc vous voyez cette allusion au fait que c'était public, ça a choqué, qu'on ait arrêté des femmes, des enfants. C'est la première fois qu'on arrête des femmes, des enfants. Cette rumeur aussi sur la séparation des enfants, quelque chose qui n'est pas comprise par l'opinion, qui choque profondément l'opinion, ont provoqué une vive émotion. Donc vous voyez, une vive émotion, c'est quand même un terme fort de quelqu'un qui est au service du régime, hein, et ça c'est intéressant, qui n'est pas éteinte et qui a été plus profonde qu'on aurait pu le prévoir. Donc vous voyez que, mis bout à bout, on comprend très bien que Vichy, en 1942, a fait un pari, un double pari, qui était à la fois politique, géopolitique, mais aussi, avec la rafle du Veldiv, criminelle, que l'Allemagne allait gagner la guerre et que l'opinion publique ne serait pas choquée par ces opérations. Après tout, il y avait déjà eu, en 1941, des rafles de juifs étrangers à Paris, et à ce moment-là, il y avait eu le souci de mesurer la réaction de l'opinion publique. Il y avait eu des rapports des RG, encore beaucoup plus précis que ça. Là, j'ai trouvé assez peu de rapports, hein, parce qu'en 1942, on n'est plus dans le test, on est vraiment dans la mise en action. En 1941, quand on a arrêté en mai 1941, vous avez vu tout à l'heure la photo de la rafle du billet vert, là, celle qui était en ouverture. Cette rafle, on avait fait des enquêtes pour savoir si les gens n'étaient pas choqués qu'on arrête comme ça, subitement, des juifs, des hommes polonais. En août 1941, pareil. Et là, les sons étaient plutôt favorables. L'opinion publique n'était pas choquée qu'on arrête des hommes, qu'on les interne sur place. Après tout, quand vous avez 1,6 million ou 7 prisonniers de guerre en 1941, que vous avez du travail forcé, que vous avez qu'on interne des juifs étrangers, qu'on les mette dans des camps en France. En plus, la propagande dit que c'est pour qu'ils soient utiles, pour qu'ils travaillent la terre. Ça n'a pas choqué l'opinion publique. Et Vichy, sachant ça, a pensé qu'il en irait de même pour quelque chose qui, en fait, n'a rien à voir. Arrêter des femmes et des enfants, des vieillards aussi, des impotents, pour les envoyer on ne sait où, en Pologne, c'est pas interner des gens sur place, c'est les déporter dans un endroit qui est quand même assez mystérieux. Le front de l'Est, là en Pologne, où l'Allemagne est en train d'établir son impérium, c'est la guerre, on sait qu'il y a des morts, des exécutions, on voit bien les actualités ciné, on sait bien qu'on a lu Hitler, on a lu ses déclarations, on sait qu'Hitler est antisémite, on sait qu'il y a des menaces contre les Juifs, donc tout ça a suscité
une inquiétude, même si les gens n'ont pas compris ce qui se passait. Les gens n'ont pas compris qu'on séparait les femmes, les mères de leurs enfants, les parents de leurs enfants, pour des pures raisons de logistique criminelle. C'est qu'en fait, à Auschwitz, les crématoires étaient en cours de construction, ils n'étaient pas terminés, et que donc il fallait d'abord prendre les adultes, et puis ensuite les enfants, plusieurs semaines plus tard. Même Vichy n'a pas compris ça. Mais même si on n'a pas compris les chambres à gaz, même si on n'a pas compris l'usine de mort qu'était Auschwitz, on a senti qu'il se passait quelque chose de terrible et d'anormal et d'éminemment inquiétant. Donc tout ça explique le bilan final de la solution finale et ce coup d'arrêt qu'il va y avoir en France, puisque dès septembre 1942, à la suite des rafles en zone sud et des protestations publiques. Il y a eu des protestations publiques, c'est les premières protestations publiques. Il n'y en avait jamais eu des protestations publiques qui vont être faites par des représentants de l'Église de France. Et à l'époque, la France est un pays catholique, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, les gens, une grande partie de la population, vous avez plus de 40% des gens qui vont tous les dimanches à la messe, qui sont des messalians réguliers. Donc, et au-delà de ça, une pratique sporadique, régulière, enfin plus ou moins régulière. La France est vraiment un pays catholique. Donc le fait que les représentants de l'Église catholique, qui ont donc un poids à l'opinion, c'est l'opinion catholique en grande partie, le fait que Monseigneur Saliège à Toulouse, mais surtout Monseigneur Gerlier à Lyon, qui est le chef de l'Église de France, qui est une voix importante. C'est pas le primat des Gaules aujourd'hui. C'est vraiment, Gerlier, c'est l'une des voix les plus importantes dans la France de l'époque. Le fait que lui fasse une protestation publique, en plus une protestation publique qui touche du doigt de manière très juste l'engrenage de Vichy, et aussi le fait que les Juifs qui partent sont probablement destinés à la mort. Donc il y a des termes assez forts dans sa lettre, qui par ailleurs est très politique, qui cherche aussi à ménager Vichy. Tout ça a eu un effet sur la politique de Vichy et a fait que Pierre Laval a dit « Écoutez, je vous ai promis les Juifs étrangers, je vous les donnerai, mais ne me demandez pas plus. Voilà. Et les Juifs naturalisés qu'on vous a promis, je ne pourrais pas vous les donner tout de suite. Et les Juifs français, je ne peux pas vous les donner tout de suite. » Alors évidemment, les Allemands disent bien à Vichy qu'ils les exigeront, les Juifs français, au bout d'un moment, mais il y a là une sorte de coup d'arrêt, enfin pas de coup d'arrêt, mais on accepte de temporiser. Les Allemands acceptent de temporiser parce qu'ils ont des objectifs plus importants que la solution finale. La France, c'est une situation très importante. On le sait déjà, dès l'été 42, on sait qu'il y aura probablement un jour un débarquement allié. On sait que la France, vu sa position géographique, c'est un enjeu majeur. Donc la priorité, c'est la sécurité. La priorité, c'est les enjeux militaires. Donc vous voyez, malgré ce coup d'arrêt, 36 000 personnes arrêtées en moins de 4 mois et déportées. Après, ça va se ralentir. Vichy va continuer à déporter les Juifs étrangers. Alors, j'ai plus beaucoup de temps. Je voudrais évoquer rapidement le troisième moment de mon intervention, qui était sur les principales conclusions et, si vous voulez, les enseignements de la rafle du Veldiv et de la manière dont on peut en faire l'histoire. Alors, les principales conclusions, je vous les ai déjà données. Vous connaissez maintenant le bilan. Les 2/3 des gens ont échappé sur le moment à la rafle. Donc, on voit qu'il y avait des possibilités de survie, d'échapper à des grandes opérations qui sont exceptionnelles en France. On ne voit pas ça ailleurs. Quand vous faites des rafles, alors elles sont certes plus limitées sur des populations, sur des objectifs plus réduits, mais quand vous faites une rafle à Amsterdam en juillet 1942, les 3/4 des Juifs sont pris. Donc on voit que ce n'est pas la même situation. Paris, Amsterdam, ce n'est pas le même environnement social, ce n'est pas les mêmes acteurs qui opèrent. Donc on voit qu'en France, le fait qu'il y ait un environnement social qui est relativement protecteur, avec des Juifs qui sont encore chez eux, avec une population qui est moins antisémite qu'on a pu le dire, des Juifs qui ont aussi des liens dans la population non-juive qui sont plus importants qu'ailleurs, mais aussi le fait que ce sont, et ça c'est l'un des grands enseignements de la rafle du Veldiv, ce sont des agents ordinaires qui opèrent. Il n'y a pas ça ailleurs.
ailleurs, c'est soit la Gestapo, c'est soit des convocations via les associations juives obligatoires. Donc on voit que la situation n'est pas la même. Là, ce sont des agents ordinaires. Et ces agents ordinaires, ils ont certes une compétence, un savoir-faire, mais ils ne sont pas très zélés. Et ça explique aussi ce qui s'est passé. Et on voit on voit cet enjeu politique, cette précipitation politique, cette volonté de Bousquet d'arrêter le maximum, mais malgré ça, dès la première opération de masse contre les Juifs visant des femmes et des enfants, les 2/3 y échappent. Alors c'est un chiffre provisoire, je vous l'ai dit, au bout du compte, ce n'est pas les 2/3 qui ont échappé, c'est la moitié, puisque vous avez plusieurs milliers de Juifs qui vont être arrêtés, essentiellement à Paris, dans des conditions de survie très précaires, donc soit arrêtés sur fiche, soit arrêtés sur la voie publique, soit arrêtés sur dénonciation. Donc on voit bien avec la rafle du Veldiv le bilan de la solution finale. La majorité des Juifs ont survécu, mais on voit que pour les Juifs étrangers, ça a été bien plus dur que pour les autres, que pour les Juifs français. Alors, on voit aussi l'effet, ça c'est l'autre principale conclusion, l'effet des protestations et de cette réaction de l'opinion publique. Cette réaction de l'opinion publique, et on le voit, un vrai tournant. Ça, c'est tous les historiens, depuis Klarsfeld, de Pierre Laborie, René Posanski, l'ont établi. C'est un véritable tournant dans l'opinion publique, et ça a eu un effet direct, évident, et vous avez vu par les chiffres que je vous ai donnés, désormais quantifiable, sur le bilan de la solution finale en France. Vous voyez, 36 000 du 17 juillet 1942 jusqu'au 11 novembre 1942, du 11 novembre 1942 jusqu'en août 1944, 31 000 Juifs déportés. Donc on voit qu'il va être beaucoup plus difficile, parce que Vichy veut certes continuer à rafler les Juifs, mais que les étrangers, et une population qui va être relativement solidaires, et surtout les Juifs vont s'organiser avec des réseaux de survie à Paris qui bénéficient d'un environnement social relativement protecteur. Donc tout ça explique le bilan. Mais je voudrais, si j'ai encore quelques minutes, aller un peu plus loin sur les enseignements que j'ai pu tirer. D'abord, quand on regarde les variations, d'un arrondissement à l'autre de la rafle du Veldiv, on voit qu'il y a des différences assez nettes. On voit que vous avez 62%, près de 63% des gens qui sont arrêtés dans le 12e. C'est un chiffre étonnant. Pourquoi ? Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'explique dans mon livre, mais là, il y avait particulièrement un commissaire zélé. Puis le 12e arrondissement, c'est là où il y avait l'hôpital Rothschild. L'hôpital Rothschild, c'était l'annexe du camp de Drancy. Et il y avait eu des évasions. Et donc les Allemands étaient très stricts et faisaient pression sur le commissaire du 12e pour que là... Voilà. D'ailleurs, le prédécesseur du commissaire Boris, qui est le commissaire en place en juillet 1942, avait été renvoyé en avril 1942 parce qu'il y avait eu une évasion de Rothschild. Donc on voit qu'il y a un environnement particulier au 12e arrondissement. Par ailleurs, les Juifs sont plus disséminés. C'est un arrondissement quasi rural. Donc, là aussi, on voit que dans les arrondissements centraux, et c'est contre-intuitif, là où les Juifs étaient le plus concentrés, là, l'information a le plus circulé. Ce qui explique que dans les 11 arrondissements centraux, 27% des Juifs sont arrêtés. Dans les 9 arrondissements périphériques, 12e, 20e, 36% sont arrêtés. Et en banlieue, vous avez vu le témoignage de Jenny Plocky, qui était à Vincennes, 42% des Juifs ont été arrêtés. Donc vous voyez que plus vous êtes loin du cœur de Paris, plus vous êtes susceptible d'être arrêté. Donc vous voyez qu'il y a des effets comme ça. Donc vous voyez que l'approche micro qu'on peut mettre en œuvre par ce sujet, la rafle du Veldiv, permet d'aller vraiment au plus près des marges de décision des victimes qui, quand elles sont mieux informées, plus capables de s'entraider. Le 11e arrondissement, c'est un arrondissement où il y a plus d'entraide qu'ailleurs, parce que c'est la capitale, si vous voulez, des Juifs communistes de Paris. Donc, vous voyez qu'il y a comme ça des lieux plus propices à la survie que d'autres. Plus vous êtes isolé, plus
plus vous êtes susceptible d'être arrêté. Donc là, un enseignement vraiment, je trouve assez intéressant pour comprendre et continuer à affiner ce bilan de la solution finale, parce que ce bilan de la solution finale, comme la majorité des Juifs ont survécu, les 3/4 des Juifs ont survécu, vous avez des gens qui vont vous raconter n'importe quoi. Mais quand on va vraiment au plus près du terrain, là, on voit les choses de la façon dont elles se sont vraiment passées. Autre enseignement, et je m'arrêterai là parce que c'est vraiment la conclusion principale que je tire, et qui est une conclusion qui n'est pas simplement historique, mais qui vaut, alors oui, vous voyez bien, mais qui vaut aussi en termes presque de politique publique, c'est que les acteurs avaient des marges de possibilités de manœuvre. Il y avait des choix qu'on pouvait mettre en œuvre. Voilà, ça, c'est vraiment... Alors, ça paraît un peu simpliste, parce qu'il ne faut jamais exclure, évidemment, la question de la pression. Mais justement, ce qui est intéressant, et c'est en cela que c'est une véritable leçon pour nous encore aujourd'hui, c'est que même dans la situation la pire, et comment être dans une pire situation que les commissaires d'arrondissement de l'époque, qui sont pris véritablement en sandwich entre l'occupant, qui certes, il n'est pas là, le 16 juillet 42, il est invisible ce jour-là, mais il y a quand même la crainte de l'allemand. Depuis 2 ans, on est occupé. Si on n'exécute pas bien les ordres, on a toujours cette crainte d'être arrêté par l'occupant. Donc c'est une véritable pression. Et l'autre pression, c'est évidemment le gouvernement de Vichy, avec René Bousquet, le chef de la police, qui veut arrêter le maximum de Juifs. Malgré ça, il y avait des possibilités d'entrer dans les interstices des ordres, des règlements, pour ou pas bien se comporter, faire ou pas du zèle. L'exemple de défoncer les portes, c'est un exemple très significatif, parce que dans les circulaires, je vous ai montré tout à l'heure les circulaires, ils ont fait 13 pages pour organiser la rafle du Veldiv, l'état-major de la police municipale. Ils ont fait 2 pages pour les équipes d'arrestation, en prévoyant beaucoup de choses. Et vraiment en faisant en sorte que les gardiens et les policiers mobilisés vraiment arrêtent les gens. Malgré ça, ils n'ont pas pensé à un truc tout bête, et qui a été la principale possibilité de survie pour les Juifs, de résistance. C'est qu'est-ce qui se passe quand les gens n'ouvrent pas la porte? Est-ce qu'ils sont là ou pas? Là, on n'a pas donné, c'est pas dans les instructions. Et c'est donc chaque commissaire qui va décider de donner l'ordre à ses équipes de défoncer ou pas les portes. Des gens qui étaient... Et beaucoup de gens sont restés, parce que souvent la concierge était sympa, elle dit non, je crois qu'ils sont partis, ou les voisins jouaient aux imbéciles. Qu'est-ce que vous faites? Vous donnez l'ordre à vos équipes de défoncer ou pas les portes. Mais vous avez des commissaires qui vont donner cet ordre-là. Vous en avez même, comme le commissaire du 20e, qui vont donner des outils à leurs hommes pour qu'ils défoncent les portes. Et d'autres qui ne vont pas donner cet ordre-là, en jouant un peu, en faisant semblant de ne pas comprendre, ou en considérant que leurs hommes n'ont pas à faire ça. Et c'est vrai, gardien de la paix, déjà, aller arrêter des gens sans mandat, c'est déjà quelque chose, mais défoncer des portes pour arrêter des femmes et des enfants, c'est quand même fort de café. Donc voilà. Et donc cet exemple-là, qu'on retrouve aussi au niveau des équipes d'arrestation, parce que les équipes d'arrestation peuvent avoir aussi reçu des ordres dans le 18e arrondissement. Le commissaire a donné l'ordre, mais j'ai trouvé des témoignages et des preuves que parfois les gens sont restés chez eux et ils n'ont pas défoncé les portes. Donc cette question des portes ou pas défoncées, je l'ai trouvée extrêmement emblématique de cette leçon qu'on peut retirer, que même dans une situation d'extrême contrainte, de surpolitisation de l'action policière et administrative, les acteurs ont toujours des possibilités d'agir. Voilà, j'étais un peu long, mais je m'arrête là. Un grand merci. Laurent Joly, alors on a une dizaine de minutes pour que vous puissiez répondre à quelques questions avant la signature de votre livre dans le hall du cinéma avec la librairie Encre Blanche. Alors, une question ici, monsieur. Merci, monsieur, pour votre exposé si riche et qui donne bien des précisions fort utiles. Vous nous avez indiqué que Vichy avait hésité, en tout cas, à faire déporter
des Juifs qui étaient français simplement pour être nés en France. Question un peu décalée, que pensez-vous de la situation à Mayotte ? Il se trouve que je regarde jamais les informations, et hier je regardais les informations et j'ai vu ce qui se passait avec des témoignages de gens et oui, j'y ai pensé. Et d'ailleurs, j'en parlais à ma femme, j'ai dit, tu te rends compte, ça me rappelle la rave du Veldiv. Voilà. Mais c'est idiot comme raisonnement. Voilà, parce que ces gens-là vont pas être envoyés à Auschwitz, bien sûr, mais je trouve que de temps en temps, on demande aux policiers de faire des choses qui, je pense, aller comme ça. Voilà, je pense qu'on rentre pas dans la police pour ça et que ça doit pas leur faire plaisir de faire ça. Et voilà, c'est une situation terrible. Alors, une question là et une là. Merci. Vous avez parlé de l'armée de Vichy. Vous avez parlé de l'armée de Vichy. Vous avez cité en particulier le nombre de 100 000, un effectif de 100 000, ce qui m'a étonné parce que je ne m'attendais pas à un effectif aussi important. Mais vous n'avez pas parlé de l'aviation. Qu'en est-il de l'aviation de Vichy ? Alors là, vous posez une question qui outrepasse mes compétences. Qui en a été ? Alors, il reste un secrétariat général. Il y a un secrétariat général à l'aviation. C'est le général Bergeret qui est ministre. Donc, il reste des aviateurs, mais dans quelles conditions sont-ils intégrés ou pas dans l'armée d'armistice, qui effectivement fait 100 000 hommes ? Je dois être honnête, je ne le sais pas. Voilà, je suis désolé. Mais il y a un livre qui existe sur le sujet en 3 volumes, qu'on peut facilement trouver. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez revenir sur les conditions qui ont fait que Bousquet et Papon aient mis autant de temps avant d'être inquiétés ? Alors, Bousquet, il a été inquiété tout de suite, mais il s'en est très très bien sorti. C'est-à-dire que Bousquet a retourné sa veste. C'est un malin qui avait pris des précautions, des garanties, et à partir de 1943, il se montre moins zélé, enfin à partir de l'automne 1943. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une rupture. C'est-à-dire que l'été 1943, avec notamment le renversement, les velléités de renversement des alliances en Italie, le débarquement en Sicile, tout ça fait que, à Vichy, on se doute que l'Allemagne va sans doute perdre la guerre. Et à partir de ce moment-là, Bousquet a vraiment retourné sa veste, si bien que les Allemands vont l'assigner à résidence en Autriche, ce qui fait que Bousquet va rentrer en France en disant « moi, je suis un déporté ». Et alors, il va aller en prison. Et il va être assez malin pour mener son juge d'instruction en bateau, arriver à faire traîner les choses et à n'être jugé qu'en 1949. Et là, être acquitté. Voilà. Condamné à l'indignité nationale, mais relevé pour fait de résistance. Voilà Bousquet. C'est un prodige parce que quand vous regardez son dossier d'instruction, j'ai consulté son dossier d'instruction à la suite de Klarsfeld, qui est le premier à l'avoir vu. Son dossier d'instruction est absolument accablant. Robert Badinter a publié récemment, je ne sais pas si vous avez vu passer ce livre à l'automne, un compte-rendu du procès, mais on se dit, mais comment c'est possible que Bousquet ait réussi comme ça ? On a vraiment l'impression qu'en 1949, la haute cour n'est plus du tout intéressée par les procès, on ne lui pose aucune question, ça passe, le chapitre sur les Juifs, ça passe, il raconte n'importe quoi, il ment, pas un juré pose une question, c'est un naufrage absolu. Voilà, Bousquet, c'est l'un des grands scandales de l'épuration, donc il s'en est tiré très bien. Et alors évidemment, le problème, c'est qu'il y avait autorité de la chose jugée, donc quand Klarsfeld, avec son association, a voulu relancer l'affaire Bousquet, c'était compliqué d'un point de vue juridique. Donc on s'est d'abord focalisé sur son adjoint, Le Guay. Il y a eu une procédure, mais cette procédure était lente. 1979, il a été mis en examen, Jean Le Guay. Il est mort en 89.
et la procédure n'était toujours pas arrivée à son terme. Et c'est à ce moment-là que Klarsfeld a dit il faut mettre maintenant les bouchées doubles sur Bousquet. Mais c'était trop tard. Là, on était en 89, 90. Ça a avancé lentement. Alors Badinter prétend que Bousquet avait Alzheimer et que de toute façon, il n'aurait jamais pu y avoir de procès. Bon, on ne saura jamais. Je ne pense pas que Bousquet avait Alzheimer. Mais il a été assassiné en 1993 par un imbécile. Donc pas de procès Bousquet. Quant à Papon, qui est donc, comme vous le savez, le seul procès d'un haut fonctionnaire français pour complicité de crimes contre l'humanité, puisque Touvier, c'était un milicien, c'était pas un agent de l'État. Papon, lui, ce qu'il avait fait pendant la guerre n'était pas susceptible d'être jugé, parce que il avait livré des juifs, comme plein d'autres préfets et sous-préfets. Il a rendu des services à la résistance, comme vous le savez. Il a été intégré, il est toujours là. Il reste en fonction dans la préfectorale en Gironde à la Libération. Puis il fait la belle carrière que vous connaissez. Et donc on a pu le coincer que parce que est rentré dans le droit français. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu lancer des procédures contre Le Guay et Bousquet en 64. Le fait que le crime contre l'humanité est devenu imprescriptible. Donc ça a permis d'ouvrir des procédures. Voilà, et on a pu ouvrir une procédure contre Papon dans les années en 81. Et comme vous le savez, ça a mis 16 ans pour aboutir. Donc on a eu la chance que, contrairement à Maurice Sabatier, l'ancien préfet de Bordeaux, également inculpé pour complicité de crimes contre l'humanité, Le Guay et d'autres, Papon, lui, n'est pas mort dans son lit, il est arrivé en bonne forme pour son procès. On a pu le juger dans des conditions normales. Voilà. Et il a bien pu se défendre, au point que, comme vous le savez, ça s'est joué à peu, et il a été condamné en avril 1998, au bout de 6 mois de procès, à 10 ans de prison. C'est le seul haut fonctionnaire français condamné pour complicité de crimes contre l'humanité. Alors, une dernière question. Bonsoir. Il y a un an, un candidat à la présidentielle en France a prétendu que Pétain avait participé à la sauvegarde de juifs. Est-ce que ce n'est pas du révisionnisme? Et où en est cette affaire qui me paraît très grave? Pour moi, c'est même plus que du révisionnisme, c'est clairement du négationnisme. Parce que quand vous dites que finalement, la conclusion que vous avez de ce qui s'est passé en France sous Vichy concernant les Juifs, c'est le moindre mal, c'est Pétain a sauvé les Juifs français, c'est bien une minoration outrancière, une banalisation outrancière du génocide des Juifs. Donc ça, c'est la loi Guessot. Donc voilà. Après, c'est tangent parce que Zemmour est toujours sur un fil et très retors. Donc c'est pas certain qu'il sera condamné. D'ailleurs, il a été relaxé. L'affaire est toujours pendante, donc on ne sait pas quel sera le résultat des courses. Mais pour moi, c'est clairement, oui, ça relève c'est une forme en tout cas de déni. Voilà, c'est un déni du caractère criminel de la politique de Vichy. D'ailleurs, Zemmour aura cette phrase extraordinaire: on n'a pas commis de crime, il n'y a pas eu de crime. Mais si, il y a eu un crime. Ce que je vous ai parlé, c'est bel et bien un crime dont on a eu conscience. Soit en se mentant en eux-mêmes, soit en appliquant les ordres de manière gênée, zélée, dont ont eu conscience tous les acteurs à tous les échelons auxquels ils étaient. Pourquoi il y aurait eu des protestations publiques d'évêques parlant de crime s'il n'y avait pas eu de crime? Donc voilà, Zemmour nie qu'il y a eu un crime. Donc pour moi, c'est du négationnisme. Merci Laurent Joly.